de téléphone, il y a aussi possibilité d'avoir un petit peu l'introduction sur, cette séance. Donc juste pour le contexte, en général, on a cette, séance d'information chaque année, qu'on donne à Bussigny en décembre et puis la covid oblige, on change un petit peu la manière de procéder. Donc, voici donc aujourd'hui cette, session horlogère qui va se dérouler en 2 temps. On va avoir en premier temps de 10 heures à 11 heures, celle actuelle, sur, la présentation, heu, de ce que peut permettre de faire la simulation numérique, dans l'industrie qui est la vôtre. Donc on va montrer étape par étape les différentes physiques que la simulation numérique permet, de traiter et notamment toutes, les réponses aux problématiques que vous pourriez, avoir. Donc on parlera d'étanchéité, on parlera, de contraintes, on parlera de durée de vie et cetera. Donc ça, c'est une présentation générale qui est destinée, à tous les gens qui ne nous connaissent pas. Il y a ceux qui, utilisent déjà la simulation, mais qui aimeraient voir ce qu'on peut faire, pour aller un petit peu plus loin dans cette direction-là. Puis ensuite, de 11 heures à midi, on aura une session qui cette fois-ci sera plus technique. Alors au lieu de montrer, des nouveautés dans chacune des physiques, on a choisi, cette fois-ci de se concentrer, sur un domaine, qui est le domaine de la dynamique et on va vous présenter un nouveau module, d'ANSYS, qui s'appelle ANSYS Motion, et qui a été, utilisé, ces derniers mois, dans le cadre, d'un projet de master en partenariat avec, un partenaire industriel horloger et le PFL et on a établi toute une série de modèles horlogers avec des comparaisons avec des mesures horlogères. On va vous présenter tout ça et vous montrer aussi quel est l'intérêt euh, et les possibilités d'Ansys Motion pour une simulation horlogère. Donc je commence tout de suite avec la première partie, la partie plus générale, donc la simulation numérique au service de l'industrie horlogère. Je vais juste enlever ce ruban comme ça ne vous gênera pas. L'agenda là-dessus, je vais juste me permettre de présenter un petit peu qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, qui est 4FEM, que faisons-nous, quel est notre lien avec l'industrie horlogère. Et ensuite, on aura deux sections principales, un peu plus techniques. Donc, quelles sont nos compétences en termes de simulation, qu'apportons-nous pour dans un premier temps l'habillage et dans un deuxième temps toutes les études qui correspondent à l'étude du mouvement. Ensuite, on prendre un petit peu de distance et on va réfléchir un petit peu sur les gains qu'amène la simulation, non pas seulement d'un point de vue quelle est la contrainte ou quelle est l'étanchéité, mais euh, d'une vision un peu plus d'ensemble. Et ensuite, je ferai la transition avec le webinaire suivant sur un Motion. Donc, juste pendant la première partie, je me permets de mettre la vidéo, c'est peut-être aussi plus sympathique pour me présenter moi aussi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Bernard Feuillard, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille depuis maintenant un peu plus de 2 ans dans l'entreprise 4FEM. J'essaie de travailler sur toutes les problématiques, notamment horlogères, essayer de regrouper les problématiques que vous pouvez avoir, les faire remonter en 6 quand on n'a pas de solution là-dessus, et sinon, quand il y a des solutions existantes logicielles en 6, d'essayer de retrouver les meilleurs process afin que vous puissiez les utiliser au plus vite et dans les meilleures conditions et ainsi d'obtenir les résultats qui vous importent euh, avec le moins de ressources possible et surtout avec voilà, le plus de performance possible. Donc ce que je vais présenter ici, c'est l'entreprise 4FEM. Donc 4FEM, c'est une entreprise internationale qui est originellement, et toujours le cas, une entreprise familiale fondée à Grafing, à côté de Munich, en Allemagne. Puis depuis, 4FEM a grandi, on est présent dans de nombreux pays, on est notamment présent ici en Europe, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France. On va dire que ces 4 pays-là, on travaille main dans la main tous les jours, on est en contact, donc ça fait un pôle assez conséquent en termes de nombre d'ingénieurs qui sont dédiés à la simulation pour toute industrie. Donc dans le monde entier, on a un peu plus de 500 employés. Et nous sommes partenaires d'Ansys. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous distribuons les solutions Ansys en termes de simulation. Donc, Ansys est le leader en termes de simulation numérique. Et nous nous inscrivons donc dans cette démarche de distribution. Au-delà du logiciel Ansys, nous avons aussi accès à toute une série de logiciels qui ont été développés par d'autres entreprises et qui font partie d'un des réseaux dans lequel nous sommes et que 4FEM a initialement initié.
et donc pourront aussi distribuer des logiciels qui sont autres que ANSYS ou qui s'inscrivent dans le cas d'ANSYS. Par exemple, 4FEM crée aussi ses propres extensions pour certains types d'analyses. Voilà. Donc au-delà du logiciel, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner. Donc cet accompagnement, il prend plusieurs formes. Il prend la forme de formation. On donne toute une série de cours sur comment utiliser le logiciel de la manière la plus adaptée. Donc on a des formations générales, des formations ciblées sur vos besoins spécifiques. Donc ça peut être des cours privés, vous nous donnez exactement votre problématique, et puis nous on vous montre comment arriver au bout. Ça peut être aussi du consulting, donc vous pouvez nous mandater pour des projets consulting si vous n'avez pas les ressources ou tout simplement le savoir-faire. Nous présenter votre problématique et on essaie de vous trouver eh bien, les solutions correspondantes et on va jusqu'au bout du projet où on vous livre. Ça peut être une géométrie optimisée, un niveau de contrainte pour savoir où est-ce que vous vous trouvez, etc., etc. Ensuite, il y a toute une partie support technique. Donc, le jour où vous utilisez, ou pour ceux qui utilisent déjà, vous avez accès à ce qu'on appelle le support. Donc, c'est un numéro de téléphone et une adresse email. Donc, si vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire, bien, vous n'êtes pas tout seul, vous nous appelez, et puis on est là pour vous aider à résoudre votre problème. Donc, voilà pour les gros points principaux. Sur ce qu'est 4FEM, ce que nous faisons. Et puis maintenant, peut-être pour voir quelque chose d'un peu plus voilà, sympathique. Ici, on a un pôle donc, qui est basé à côté de Lausanne, à Renan, donc dans la partie en Romandie, et dans lequel eh bien, nous sommes une équipe autour de 8 personnes. Donc ici, bon, il y a eu quelques changements au niveau des photos, mais voilà, l'horlogerie pour nous, c'est un domaine qui est assez important déjà parce que il y a beaucoup de clients horlogers dans la région, donc ça c'est toujours un domaine qui nous fait toujours plaisir de venir discuter un petit peu de ces problématiques avec vous. Dans le passé aussi, il y avait eu quelques événements à l'époque où on pouvait encore faire ça, de manière aussi à un peu mieux comprendre votre domaine. Et puis c'est toujours un plaisir de continuer à travailler sur ces problématiques-là. En termes de collaboration entre 4FEM et le monde horloger, donc c'est une collaboration qui dure depuis plus de 15 ans. Donc on a eu de nombreux projets dans cette direction-là. Certains ont mené aussi à des publications que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. L'objectif ici, c'est de mettre en avant certaines collaborations qui sont donc ouvertes. Si par exemple vous avez un exemple avec l'entreprise Chopard, donc, qui nous avait mandaté pour les aider à développer un système ici de spirale qui avait une contrainte esthétique. Il fallait que ça reste absolument il y avait concentrique. Et pour arriver à ce résultat-là, il y a eu de nombreuses itérations avec une étude qui était paramétrique que nous avons mis en place. Donc on voit bien ici les problématiques de concentricité que l'on peut avoir sur ces spiraux. Et en jouant sur les épaisseurs tout au long du spiral, on a pu assurer ici une concentricité tout en ayant un spiral qui est plan. C'était là ici le premier point de ce design. Et puis ce design a mené aussi à un prix, hein, donc je crois que c'était l'année dernière, Grand Prix de Genève, pour donc ici la marque Ferdinand Berthoud. Donc on a eu d'autres collaborations et qu'on pourrait aussi mettre en avant. Donc ici c'est un autre exemple avec Audemars Piguet. Je vous laisserai retrouver tout ça aussi sur notre site si vous êtes intéressé. Et puis je vais me permettre bien de commencer la présentation sur les solutions que nous vous offrons pour le calcul horloger. Donc, je vais juste enlever la vidéo et me lancer dans les explications. Donc la première section, ça va concerner l'habillage. Donc au niveau de l'habillage, il y a toute une série de simulations qu'on met à vos services. Donc le premier, on va commencer, on va aller étape par étape hein, sur chacun des points que vous voyez là. Donc au niveau de la boîte, déjà dans l'ensemble, donc vous avez une boîte. Ce qui vous intéresse très souvent, c'est de connaître les déformations que vous pouvez avoir pendant le processus d'assemblage, la force, pourquoi pas qui est requise pour chasser la glace. On verra plus tard aussi des calculs d'étanchéité. Donc tout ça, c'est ce que je vais essayer de présenter un petit peu tout au long de cette présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la simulation, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la simulation, on va utiliser bien toute une série
de règles physiques qui sont implémentées dans notre logiciel. Donc ce sont les lois de la mécanique ici, tout simplement, hein. Et on va mettre en place une certaine quantité de ce qu'on appelle des conditions limites. Donc on va par exemple dire je déplace ma glace vers le bas pour ici représenter le processus de chassage et on va regarder eh bien, tout ce qui se passe au niveau du matériau. Donc concrètement, contrairement à ce qui va se faire dans la vraie vie avec des tests physiques, ici vous avez une vision de ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Donc ce qui est représenté ici sur cette photo, c'est ce qu'on appelle les contraintes. Donc, il faut que les contraintes soient inférieures à un certain niveau, au moins en général ici à la limite élastique pour éviter tout problématique de plastification ou si on va plus loin de problématiques de rupture. Donc la simulation, ça vous permet un petit peu de mettre ces lunettes supplémentaires qui vous permettent de voir à travers la matière. Et puis comme ça, vous comprenez bien tout ce qui va se passer. Par exemple, ici au niveau du fond, ce qui s'est passé dans cette simulation-là, c'est que je vais chasser ma glace en haut, je vais chasser le fond en bas, et ensuite je vais mettre la pression pour faire plus tard un calcul d'étanchéité que je vais montrer. Et on se rend compte que quand on met la pression, donc c'est ce qui va se passer, je vais faire une petite pause à ce niveau-là, eh bien, on va avoir des contraintes qui vont être plus élevées au niveau ici de mon fond. Après, on peut se poser la question, quelle est la valeur de ces contraintes? Ici, on voit qu'elles sont dans cet ordre-là, au maximum dans l'ordre de 200 mégapascales. Si c'était beaucoup plus, ben, on pourrait se dire, ah ben, je vais avoir plastification de mon fond. Quand je vais sortir la montre de l'eau, le fond va rester déformé, c'est pas ce que je veux. Donc, on va pouvoir faire dans la simulation des modifications très simples. On va prendre la géométrie, on va augmenter le diamètre, l'épaisseur pardon, du fond, regarder la nouvelle valeur de contrainte et comme ça s'assurer que notre fond ne va pas plastifier à la profondeur donnée. Donc c'est tout cela qui vous permet de faire la simulation, donc de comprendre les zones de contrainte principales, de voir où améliorer, parce que quand vous faites un test physique, vous voyez que ça plastifie, parce que le fond ne revient pas en position, mais il reste encore à définir où est-ce que ça a plastifié. Est-ce que c'est plus ici au centre? Est-ce que c'est au niveau de ces petits rayons que l'on va voir là? Eh bien, la simulation vous permet justement de chiffrer cette plastification et aussi d'identifier les zones les plus critiques. Donc, dans ce que l'on met à votre service, donc ça va être tous ces calculs de déflexion, ces calculs de contraintes, de déformation résiduelle. Si vous avez une boîte que vous voulez minimiser aussi son poids, il y a toute une série d'outils qui est disponible dans l'environnement ANSYS pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation topologique. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on peut enlever de la matière tout en ayant une rigidité qui est acceptable. Et on a aussi des solutions pour la fabrication additive. Donc si vous voulez faire une boîte en fabrication additive, on a toute une série d'outils qui vous permet d'identifier ce qui se passe pendant le processus de fabrication, notamment au niveau thermique, de manière à être sûr que le résultat final correspond à la géométrie que vous aviez en tête. Donc toutes ces solutions-là, elles existent depuis un grand nombre d'années. Ce sont des solutions qui sont utilisées par un très grand nombre de personnes. Donc ce sont des solutions qui sont éprouvées et pour lesquelles aussi nous pouvons vous guider dans l'utilisation. Donc j'ai parlé un petit peu de tout ce qui était déformation et sollicitation de la glace. On peut aussi faire le lien avec l'étanchéité. Donc vous mettez votre boîte dans l'eau et puis vous voulez savoir si elle est étanche, jusqu'à quelle profondeur elle est étanche. Donc si je reprends mon fond ici, donc on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau du joint. Donc on va tout simplement mettre en place, assembler le fond. Donc ça c'est le processus d'assemblage. On regarde déjà les contraintes ou les élongations. On peut regarder au niveau du joint. Donc ici, ça serait un joint hyper élastique de type NBR 70. Et on va mettre ici la pression. Le joint va naturellement se coller sur l'intérieur ici de la rainure. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les pressions de contact. Si vous avez une pression de contact qui est plus grande que la pression à l'extérieur, la pression de l'eau, eh bien vous savez que votre étanchéité, elle est assurée. Et l'intérêt ici avec la simulation, c'est que vous en déduisez une marge. C'est-à-dire que si vous avez une pression à l'extérieur qui est de 1 mégapascal, que vous voyez qu'un petit peu partout, vous avez une pression de contact de 1,4 mégapascal, eh bien vous savez que vous avez 40% de marge. Donc c'est quelque chose qui est chiffré et notamment ça peut mener aussi à la suite à des calculs de robustesse parce que quand on va fabriquer notre pièce, il va toujours y avoir bien des tolérances géométriques, des tolérances liées aussi aux propriétés matériaux qui peuvent varier un petit peu selon les lots que l'on reçoit ou selon tout simplement le fournisseur, s'il y a un changement de fournisseur.
Donc nous, ce qu'on vous permet de voir, c'est vraiment ces marges-là. Si vous voyez que vous êtes étanche à 5 près, ben, vous savez que vous aurez un système qui sera peut-être pas très robuste. Donc après, c'est à vous, voilà, de déterminer la marge que vous souhaitez et aussi de faire varier tout simplement dans la simulation, c'est très simple de faire varier la géométrie de manière à voir, dans le pire des cas, quelle est la valeur qui reste en termes de marge pour assurer l'étanchéité que vous promettez, à vos clients. Donc, ces calculs-là, ils peuvent être faits sur tout type de joint et si j'ai parlé de joints NBR, ça peut être des joints ITREL, c'est pas du tout les mêmes modèles matériaux qui existent, pour ces 2 types de joints. Il y en a qui ce qu'on appelle hyperélastique, l'autre c'est un modèle, qui va pour plastifier, donc, élastique plastique. Donc on a aussi des valeurs qu'on peut vous donner et vous aider à mettre en place, ces, simulations-là. Donc ce que vous allez en ressortir, donc ça va être des valeurs donc de marge pour l'étanchéité. Vous allez en ressortir aussi, des valeurs de marge pour tout ce qui est risque de déchirure du joint. Donc, on connaît les limites en termes d'élongation. On va pouvoir chiffrer aussi, la déformation plastique pour un joint ITREL notamment. Et puis comme ça, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour optimiser votre design ou pour assurer qu'il y aura un nombre restreint de retours de la part de vos clients, puisque vous aurez bien calculé tout ce qui était marge et tout ce qui était dépendance aux matériaux, propriétés des matériaux et aux tolérances géométriques. Donc voilà un petit peu pour les premières choses en termes de boîte. Donc on traite aussi de nombreux aspects au niveau du bracelet. Donc on a plusieurs types de simulations qui sont possibles là-dessus. Donc l'objectif, c'est de vous permettre de réaliser bien tous les tests que vous pouvez faire euh, dans l'usine, donc que ce soit des tests de traction, des tests de torsion ou tout type de tests que vous pourriez avoir différents. Donc vous allez pouvoir en sortir si vous avez un bracelet qui est un petit peu, on va dire standard, donc avec des maillons, des tiges. Bien vous allez pouvoir analyser les contraintes au niveau des tiges. Ça peut être au niveau du fermoir aussi, au niveau de la fixation avec les cornes. Eh bien, vous allez pouvoir en tirer comme ça les valeurs de contrainte, les valeurs d'élongation et comprendre s'il va y avoir de la plastification ou un risque de rupture. Vous pouvez aussi faire une étude qui va être en fatigue, voir comment ça se passe si on fait un très grand nombre euh, bien de sollicitations du bracelet, de pouvoir comprendre euh, eh bien, le nombre de cycles permis lors de ces sollicitations-là. Donc ça, c'est pour les bracelets à base de maillons, mais on peut aussi avoir un bracelet caoutchouc dans lequel on va mettre une loi, donc ce sera des lois hyper élastiques en général pour le caoutchouc, dans lequel vous allez pouvoir identifier les mêmes choses, donc les contraintes, les élongations, et assurer la tenue de votre bracelet aux différents cas de charge que vous pouvez anticiper de la part de vos clients. Donc une traction, un bracelet qui s'accroche par hasard, et puis un mouvement de poignet qui fait qu'il va y avoir une grande force sur le bracelet, une force qui va être normale, une force qui va être axiale, une combinaison de toutes ces forces-là. Donc vraiment, vous pouvez mettre en place exactement le cas de charge qui correspond au cas le plus critique de votre cahier des charges. C'est quelque chose que j'ai pas spécifié, tous les calculs que j'ai montrés jusqu'à présent, notamment au niveau ici de la boîte, ou notamment aussi de ce calcul du bracelet caoutchouc, sont des calculs qui sont assez simples à mettre en place. Donc il ne faut pas imaginer que c'est des semaines de calcul pour réussir à faire ça. Là, typiquement, si je prends ici juste ce bracelet, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en, on va dire, une espace de 1 heure, même pas sur un 6 Mechanical. Et puis le temps de calcul, on va être sur quelque chose sur un petit laptop hein, qui. Bon, j'ai pas les temps en tête, mais je suis certain que je dépasse pas les 20 minutes, c'est peut-être même 5 à 10 minutes de calcul. Voilà, donc c'est des choses qui sont absolument abordables pour tout le monde en termes de complexité, en termes de mise en place du modèle, en termes de temps de calcul. On est sur des choses qui sont très simples et pourtant qui apportent énormément en termes de résultats. Voici pour les bracelets. Donc pour avoir aussi une vue d'ensemble, j'aimerais aussi présenter d'autres aspects pour l'habillage, notamment tout ce qui va être calcul de choc. Donc ce qui est par exemple ici représenté avec la boîte qui va donc tomber. Donc ici l'objectif c'était de faire exactement ce que
beaucoup d'entre vous font dans la vraie vie avec un test de chute sur une plaque en bois. Donc on va mettre les matériaux adaptés. Vous voyez aussi la déformation au niveau bien de la plaque qui va amortir en partie le choc. Et ensuite on va pouvoir voir tout ce qui se passe au niveau de la boîte. Vous voyez encore une fois tout ce qui est contrainte pour savoir s'il y a un risque de rupture ou de casse. Vous allez pouvoir aussi en sortir tout ce qui est d'accélération. Donc, grâce à l'amortissement et à la déformation des différents composants, vous avez une accélération lors du choc qui est pas infinie, hein, qui a une valeur bien finie et qui pour vous est intéressante puisque c'est ce qui va permettre, de voir aussi l'impact derrière sur le mouvement ou sur les attaches. Donc ici, c'était toute une étude qui avait été faite avec, à partir de simulations et elle avait été faite aussi en réalité, dans lequel il y avait ici un capteur, un accéléromètre et on avait comparé, donc la partie, expérimentale, donc les mesures et la partie numérique, donc à partir de la simulation et puis on pouvait voir que non seulement, on prenait très bien en compte, beh, le la courbe complète d'accélération en fonction du temps, que ça soit de manière temporelle ou que ça soit au niveau de la valeur de l'accélération elle-même, qui est celle qui est la plus critique, hein, parce que c'est celle qui va déterminer bien les efforts que vont devoir subir les différents composants, dont le mouvement. Donc sur le premier pic, c'est très bien, le deuxième pic, c'est très très bien aussi. Bon, après, au niveau des autres pics, il peut y avoir des différences entre la partie numérique et expérimentale. Ça demanderait un petit peu plus de travail sur les paramètres, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre en charge les deux premiers pics qui étaient les plus critiques avec les valeurs d'accélération les plus élevées. Donc de manière, afin d'avoir exactement ici cette correspondance entre les deux courbes, ce qui avait été fait, c'était que dans la simulation, on avait aussi rajouté le poids de l'accéléromètre qui va avoir un impact sur le comportement. Et puis en faisant ainsi, on s'assure d'avoir un système qui est le plus réaliste possible par rapport aux mesures qui sont faites. C'est comme ça qu'on a pu avoir bien ici cette correspondance entre les deux courbes. Donc ça c'est possible sur la boîte. On peut aussi rajouter, donc c'est un exemple ici avec le bracelet caoutchouc et de regarder le comportement. Donc derrière, ça permet aussi, ce qu'on en sort, ça va être les déformations, les contraintes aussi au niveau des attaches. Et donc je pense notamment à tout ce qui est bride et vis, et donc l'accélération, comme je disais, au niveau du mouvement. Donc ça s'arrête pas là, je veux juste montrer qu'on peut vraiment tout faire au niveau de l'habillage ou énormément en tout cas. Heu, En termes de ressort de lunettes tournantes aussi, on peut vous permettre, alors j'ai pas de photo parce que j'ai pas de géométrie ouverte, là-dessus que je pouvais présenter. Mais ce qu'on vous permet de faire au niveau de la lunette tournante, c'est déjà de regarder quel est le couple requis pour pouvoir, eh bien tourner, la lunette. Donc, est-ce que si pour l'utilisateur c'est trop faible, beh, c'est pas bon parce que ça va tourner tout seul en contact avec la manche de la chemise ou autre. Si jamais c'est trop élevé, ça va pas être agréable, hein, si l'utilisateur doit forcer énormément pour tourner la lunette. Et puis nous, ce qu'on peut faire, c'est justement de mettre en place cette simulation-là, quelque chose d'assez simple avec le ressort de lunettes tournante. On met en place le cas de charge et on regarde tout simplement ce qu'on appelle le moment de réaction requis pour le déplacement. Et puis on vous dit comme ça quelle est la force et puis on peut faire des études d'optimisation là-dessus si jamais vous voyez que votre conception bien ne remplit pas le cahier des charges que vous étiez fixé. Et puis, comme d'habitude, le risque de plastification et l'étude en fatigue, hein, au bout de combien de tours de lunettes tournantes, on va avoir rupture du ressort. Alors, je vois juste que j'avais une question sur la slide précédente. Donc ici, en termes de modules, on a plusieurs modules qui vous permettent de faire ces simulations que je présente jusqu'à présent. Et les simulations que je présentais ici dans cette slide sont effectuées avec le module qu'on appelle LS-DINA. Si je vais sur la slide précédente, ici, donc l'étude bracelet caoutchouc, c'était du mechanical, c'est tout simple, une étude statique, hein. Et l'étude ici du bracelet avec les maillons, le fait qu'il y avait la mise en place ici du bracelet tout autour du cylindre, afin de gérer tous ces contacts-là, on l'a aussi effectué sur LSD. Voilà pour la question. Donc là, ces calculs, par exemple, en lunettes tournantes, c'est un calcul qui est très simple, qui va être un calcul qui est statique. Et la partie fatigue, c'est pas vraiment un calcul, c'est juste une partie dans le post-processing. On va tout simplement aller regarder
on a un algorithme qui va regarder les contraintes et puis tout simplement attribuer par-dessus les lois de fatigue classiques de la littérature et on va en ressortir un nombre de cycles. Donc à chaque fois qu'on va voir le saut de ressort entre les différentes dents, eh bien on appelle ça un cycle. Par tour, il va y avoir un certain nombre de cycles donc. Et puis on va calculer le nombre de tours possibles avant qu'il y ait rupture, donc ou pas forcément rupture, mais apparition de fissures au niveau du ressort de lunette tournante. Donc là, c'était surtout de la partie qui était mécanique. Donc vous voyez qu'on a pu travailler sur la boîte, sur l'étanchéité, les études de bracelet, les études de choc, de bride, euh, de ressort de lunettes tournantes. Et maintenant, on va regarder trois autres physiques. Donc il y a une partie magnétique, donc on a des outils magnétiques en termes de simulation qui vont permettre de simuler eh bien, tout le phénomène d'écrantage, de regarder aussi une fois que la montre donc, a été soumise à un champ magnétique, quel est le champ rémanent au niveau de la boîte. Et on peut vous permettre aussi de réaliser d'autres types d'analyses. Je pense notamment aux charges électrostatiques. Même si vous avez des composants eh bien, qui sont ce qu'on appelle amagnétiques, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soumis au phénomène électrostatique. Euh, donc par exemple, si vous avez tout simplement, je sais pas moi, un tissu par exemple peut être, peut être pardon, peut être la cible de charges électrostatiques, hein, donc c'est pour ça qu'au niveau de tout ce qui va être aiguille, par exemple, ça peut aussi arriver. Donc quelle est la force en termes de charge électrostatique d'une aiguille par rapport à l'autre. Donc l'objectif, c'est vraiment ici de regarder la dépendance euh, des forces relatives par rapport au champ ou aux charges auxquelles a été soumis notre composant. Donc ça, c'est sur la partie magnétique. Sur la partie acoustique, donc on a toute une partie acoustique qui est disponible. Donc on va passer par ce qu'on appelle les analyses modales ou harmoniques. Donc ce qu'on va faire, c'est si vous avez une montre à sonnerie, donc au niveau du timbre, on va regarder quels sont les différents modes de vibration du timbre. À partir de la géométrie, on est tout à fait capable de comprendre les fréquences qui sont associées et aussi leur amplitude. C'est-à-dire qu'on va comprendre quelle est la note que vous cherchez à avoir à partir du timbre et aussi en termes d'amplitude, donc quelle va être l'intensité du son. Donc l'objectif pour ça, ce que vous permet de faire, c'est de simuler la vibration du timbre, pardon, et ensuite de regarder la propagation de la vibration du timbre tout autour euh, le système tout autour, c'est-à-dire la boîte et aussi l'air à l'extérieur. Parce que le timbre, c'est juste l'excitateur. Il faut comprendre que quand on vient, on va taper avec le marteau sur le timbre va vibrer. Mais en soi, lui va faire du bruit, mais c'est pas vraiment ça qu'on va entendre. Ce qui est important, c'est tout ce qui va être la caisse de résonance. C'est un petit peu comme si vous avez, pardon, si vous avez une guitare, la corde effectivement va générer un bruit, mais sans la caisse de résonance, le bruit que vous entendez serait complètement différent. Donc l'effet de la boîte et des différentes rigidités associées, je pense notamment à tout ce qui va être fixation, les brides notamment, vont avoir un impact qui est non négligeable sur le son perçu. Donc c'est vraiment tout le flow qui sera simulé, donc du timbre, transition du timbre à la boîte et de la vibration de la boîte en entier à l'air. Et ensuite on va aussi prendre en compte toute la partie vibration à partir des éléments fluidiques avec prise en compte de la variation de pression. Et on va mettre une sorte de microphone virtuel à l'extérieur. Et c'est ce microphone virtuel qui va représenter notre oreille et on va voir ce qu'on va obtenir là, donc en termes notamment d'amplitude et de fréquence. Donc l'objectif ici, avec ces simulations-là, c'est de vous permettre de mieux comprendre quelles sont les différentes influences sur le son perçu. Donc on ne va pas être en termes de son perçu sur quelque chose qui est aussi réaliste que dans la réalité, parce que l'oreille humaine, c'est un outil qui est très très complexe. Euh, donc il suffit de changer un tout petit peu la fréquence ou d'avoir une valeur un tout petit peu différente en termes d'amplitude et puis le ressenti est complètement différent. Néanmoins, ce qu'on vous permet de faire, c'est de se poser la question, voilà, si je change un petit peu la fixation, si je change la géométrie, si je change le matériau de ma boîte, comment va être maintenant
mon graphe d'amplitude par rapport à la fréquence. Donc si je trouvais que j'avais des fréquences qui étaient trop hautes, que je veux les atténuer, eh bien tout simplement je vais avoir ici un outil qui est rationnel pour chiffrer l'impact de tel ou tel paramètre sur mon graphe. Si jamais j'ai l'impression que mon son perçu est trop faible, donc avec des amplitudes qui sont trop faibles, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ici l'amplitude de mon signal? Donc pareil, je change mes inputs et je regarde l'output. Et comme ça, j'ai quelque chose qui est rationnel, qui est chiffré et une meilleure compréhension physique de ce qui se passe là-dedans. Ici, je montre ça sur tout ce qui est montre à sonnerie. Ensuite, on peut aussi se poser des questions sur des montres qui ne sont pas à sonnerie. Si vous avez des problématiques ou un désir de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des transmissions des bruits du mouvement, notamment, ou au niveau de la tâche, si vous trouvez que si vous avez des clients qui se plaignent que voilà, la montre fait trop de bruit ou que le bruit mécanique qui est perçu est peut-être pas celui que vous souhaiteriez, eh bien, on peut aussi faire des analyses de ce type-là de manière à comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre système. Donc là, ça va être une partie qui est très rationnelle. On va mettre en place donc, euh, ces inputs et obtenir ces graphes. Maintenant, on peut aussi aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre ce qui va se passer au niveau de la perception du son. Donc là, on va sortir un petit peu la simulation, mais c'est un outil qui est disponible dans l'environnement TIS et qui va vous permettre déjà de traiter le signal. Donc c'est un petit peu une sorte de Photoshop du signal. Si vous avez des mesures, donc ça peut être des mesures qui viennent de la simulation, ça peut être des mesures qui viennent de la réalité, vraiment avec un microphone. Vous avez une sorte de Photoshop qui vous permet ici d'enlever les fréquences que vous voulez pas enlever, ou le collègue qui fermait la porte derrière, que vous voulez pas entendre ça pour traiter le signal, vous pouvez l'enlever par exemple. C'est un exemple d'application. Et puis surtout, ce qui est intéressant, vous avez des outils psychoacoustiques. C'est vrai quand on a un signal qui ressemble à quelque chose comme ça, donc même si on fait une mesure, ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est difficile de se dire ah le son il est joli ou le son il est pas joli. Donc en général, il faut avoir un humain derrière qui dit ça j'aime ce son là ou je n'aime pas ce son là. Eh bien, vous pouvez juste vous douter que si on a un graphe comme ça, on peut quand même essayer de lier la qualité du son à ce graphe-là. Donc, ce qu'on appelle des critères psychoacoustiques. C'est-à-dire on va avoir certains algorithmes qui vont regarder la courbe et dire, voilà, si j'ai un son, par exemple, qui est strident, eh bien, ça se verrait au niveau de la courbe, ça va faire je vais avoir des fréquences qui vont être très élevées. Donc, il est capable de mettre une note donc à partir d'un signal comme ça, en disant attention, ce signal paraît assez strident. Donc, dans le critère psychoacoustique bruit strident, eh bien, il n'aurait pas une très bonne note. Donc, un son qui serait rugueux, quelque chose qui ferait quelque chose comme ça. Donc, je pense pas forcément à l'industrie horlogère, mais à d'autres industries avec des grosses machines. Eh bien, on peut aussi regarder au niveau des fréquences, quelles sont les fréquences qui correspondent, et on va pouvoir retrouver le paramètre qui nous dit, voilà, c'est un son qui est rugueux, donc on va mettre une mauvaise note en son rugueux. Donc l'objectif de cet outil supplémentaire, c'est de définir des outils psychoacoustiques qui vont se faire à partir d'un jury représentatif qui va mettre des notes, il va dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. On va traiter ça dans une grosse boîte en disant du coup le jury représentatif a bien aimé un son qui est de type rugosité du son 0.4, etc., etc. Donc on va attribuer des valeurs comme ça. Et, euh, et ensuite on va pouvoir regarder à partir de différentes mesures ou simulations si on va se retrouver sur un son qui va être perçu positivement ou négativement. Et on peut aussi changer le critère selon la culture, ça peut être culturel aussi, hein, ce qui est un joli son. Puis comme ça, vous pouvez adapter un petit peu votre sonnerie aux objectifs que vous avez. Au niveau de, je vois que j'ai des questions là-dessus, au niveau de la simulation acoustique, donc au niveau des conditions initiales, en fait, on va rester sur une excitation donc locale. Donc on va faire une analyse on appelle une analyse modale. On va mettre une précontrainte, une excitation sur l'endroit auquel le marteau va taper. Et ensuite, on va regarder les modes propres associés, les fréquences de résonance associées, et on va lancer une analyse harmonique. On a possibilité de prendre en compte toute la partie transitoire. Ça a des calculs qui vont être un peu plus longs en termes de résolution et qui vont eux permettre de voir en fait si ce graphe que vous voyez là il est au niveau de l'impact, donc au moment de l'impact j'ai cette amplitude et cette fréquence, cette courbe là, mais il faut imaginer que cette courbe elle va changer dans le temps. C'est l'atténuation un petit peu ou la variation des différentes vibrations qui sont
qui sont dans l'air, pardon. Et c'est ce qui va faire aussi la qualité du son. Donc, c'est comme dans une corde, encore si je reprends l'exemple de ma corde de guitare, quand ça commence à vibrer, eh bien j'ai le son que j'entends au début, et ensuite j'ai tout ce qu'on va appeler un petit peu le timbre en fait. Donc là, pas le timbre physique, mais le timbre sonore, acoustique. Donc ça va être la manière dont ces fréquences-là, ces amplitudes-là et ces fréquences-là vont évoluer à travers le temps. Ça, c'est aussi possible, mais c'est des calculs qui sont beaucoup plus coûteux en temps, euh, et qui sont surtout à vocation pour faire des choses qui sont très pointues. Et en général, ce qu'on recommande, c'est de commencer avec des simulations qui se veulent plus simples, donc une simulation du timbre, et ensuite regarder tout ce qui va se passer en termes de calcul, ce qu'on appelle harmonique. Donc vous obtenez ça, et ensuite vous faites vos sensibilités, vos études de sensibilité là-dessus. Et ensuite, le dernier point, donc la partie optique. Donc ça, c'est une nouveauté de l'année dernière qu'on avait présentée à Bussigny avec une démonstration, hein, pour ceux qui étaient là. Donc l'objectif avec cette partie optique, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est de prendre en compte les lois physiques, les équations physiques, et de regarder un petit peu ce que peuvent nous apporter en termes de compréhension du système. Donc tous ceux qui font des modèles CAD, vous savez que vous avez des outils qui vous permettent d'avoir des rendus qui sont assez jolis, qui sont assez visuels, que c'est très bien pour le marketing. L'objectif ici, c'est pas juste d'avoir quelque chose qui est joli, c'est d'avoir quelque chose qui est réel. Donc derrière, ce sont des algorithmes qui vont se baser sur les lois de la physique. Je pense par ça notamment, ben, on va prendre en compte ce qu'on appelle le ray tracing. Donc on va regarder la manière dont, dont la lumière va se propager, notamment ben, à travers, je pense ici à la glace. Et le fait qu'il y ait une simulation physique là-dessus, des déviations des rayons lumineux, eh bien, ce que vous allez pouvoir anticiper, ça va être des défauts de visibilité dus à la forme de la glace, par exemple. Ou ici, au niveau de la loupe, pour la date, est-ce que la loupe va vous permettre de bien visualiser la date, ou est-ce que, au contraire, par exemple, ici, au niveau de la date 23, est-ce que le haut du 2 serait un petit peu tronqué, tout simplement parce que voilà, la manière dont la loupe a été conçue, on aurait peut-être dû avoir une dimension, une épaisseur un peu plus grande ou plus petite, ou une loupe un peu plus grande, de manière à mieux lire ici la date, ou à mieux lire les chiffres du cadran au niveau de la glace dans son ensemble. Donc, ce que vous permet de faire ces simulations-là, c'est de faire des calculs parfois en temps réel. Donc, ces calculs qui ne sont pas forcément très coûteux en temps, selon ce qu'on veut faire, et qui va vous permettre comme ça de bien comprendre l'influence de la géométrie de votre glace sur la visibilité du cadran. Vous pouvez aussi simuler ce qui se passe, pas seulement lorsqu'on a la montre au poignet, mais sur toute la partie vente. Donc, quand vous avez une montre sous vitrine, l'idée, c'est de comprendre quel est l'impact aussi de la lumière alentour. Ça serait quand même dommage d'avoir un superbe design et que lorsque vous le mettez sous vitrine avec les lumières qui sont autour, mais finalement il y a la vitrine qui va réfléchir une partie de la lumière, la glace aussi, et puis au final on voit même plus les aiguilles, on voit pas le cadran, voire on voit pas très bien la montre parce que c'est la vitrine qui empêche de bien voir ce qui se passe derrière. Donc nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est de simuler tout cela à partir donc de lois physiques et de cet outil qui est ici disponible. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé depuis plusieurs années, notamment dans l'industrie automobile. Donc quand on est ben, en train de conduire une voiture, les mains sur le volant, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur selon la position du soleil, selon les lumières alentour. Donc l'objectif dans l'automobile, c'est effectivement d'assurer le confort ben, du conducteur et de lui assurer d'avoir une bonne visibilité sur la route. Bien, toutes ces connaissances-là, on les apporte aussi au domaine horloger. Hop, je m'excuse, je reviens d'abord à la partie habillage. Donc je pense qu'on a fait le tour. Puis maintenant, je vais montrer ce qu'on va faire sur la partie mouvement. Donc sur la partie mouvement, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai déjà expliqué un petit peu ce qu'on faisait à travers l'habillage, sur tout ce qui est la partie physique de ce qu'apporte la simulation. Puis l'objectif, c'est de montrer un petit peu des exemples de ce que l'on fait. Donc on a avant tout
donc une partie dynamique. Pour faire le lien avec ce qu'on a fait précédemment avec partie dynamique pour l'habillage. Et on peut faire la même chose sur le mouvement, bien entendu, avec ici la partie simulation de chrono. Donc vous en sortez ici les contraintes, vous en sortez aussi le comportement dynamique. Si je prends par exemple ici le quantième instantané là-dessous, donc la problématique c'est est-ce qu'il va y avoir un double saut ou non. Il ne faudrait pas que la date passe de 1 à 3 ou de 1 à 4, il faut que ça passe de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Donc ces problématiques de double saut, elles sont traitées ici avec une analyse qui est dynamique. On va en ressortir aussi les forces requises au niveau des poussoirs, je pense notamment ici au chrono, donc pour être sûr que ça correspond à quelque chose qui soit acceptable pour l'utilisateur. Sur la partie dynamique, sur la partie statique, on peut aussi tout simplement regarder s'il va y avoir plastification ou non, regarder où sont les zones de concentration de contraintes et optimiser. On peut aussi automatiser ça. Donc on donne le ressort au logiciel avec toute série de paramètres et ensuite on va tout simplement automatiser la recherche de solutions de manière à par exemple minimiser la contrainte tout en recherchant une courbe cible. Ici sur ce ressort de tirette là, on va dire il faut qu'il y ait telle courbe, tel couple pardon, qui serait idéal pour l'utilisateur parce que c'est lié directement eh bien, à l'action de l'utilisateur derrière. Donc je veux un couple qui soit pas trop élevé, pas trop faible et une contrainte qui soit en dessous de la limite élastique. Comme ce que je présentais précédemment, il y a possibilité de faire des études de robustesse. Donc ici, vous donnez pour chacun des paramètres géométriques la tolérance que vous avez dans vos dessins de fabrication. Et ensuite, vous en déduisez une probabilité bien de respecter ou non vos critères. Donc si c'est le critère, par exemple, de plasticité, est-ce que j'ai, pour une analyse par exemple Six Sigma, est-ce que ma probabilité que je plastifie localement quand j'ai telle épaisseur qui est faible, telle dimension qui est grande. Donc on va faire tout ça, on va faire varier tout ça et on va déduire cette probabilité de respecter ou non le critère que l'on s'est établi. Donc on peut mettre tout ça en place dans une approche Six Sigma. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est calcul, ça c'est intéressant, calcul de fluage. Donc vous avez eh bien, un ressort qui va rester comprimé pendant un très grand nombre de temps, donc que ce soit plusieurs ici, plusieurs mois, en cumulé hein, sur la vie, ou plusieurs années en cumulé sur la vie de la montre. Eh bien, l'objectif ici, c'est d'essayer de prendre en compte ce qu'on appelle le phénomène de fluage, c'est-à-dire que toutes les contraintes vont avoir tendance à se relâcher un petit peu. Hein. C'est un petit peu comme si sur votre armoire Ikea avec les livres que vous avez posés dessus, année après année, vous voyez que vous avez la déformation qui augmente, alors que le poids est le même, hein, le poids des livres est constant. C'est juste que la matière se réorganise, hein, c'est ce phénomène de fluage là qui est intéressant. Et au lieu de faire un test physique qui va vous durer 2 ans, eh bien vous faites un test numérique qui va vous durer quelques minutes. Il vous suffit juste d'avoir la loi matériaux associée, puis on peut vous aider aussi à obtenir cette loi matériaux, à vous expliquer comment on a pu le faire sur cet exemple-là. Ensuite, en dynamique, on va en parler un peu plus dans la session suivante à 11 h. L'objectif ici, c'est de prendre en compte tous les effets dynamiques. Donc, j'ai montré tout à l'heure en termes de force, mais aussi quand on se lance dans une étude, par exemple, de balancier, donc de regarder ce qui va se passer. Donc, au niveau des frottements, entre l'axe et les pierres, mais aussi au niveau des frottements qu'on va appeler visqueux. Donc, ce sont les frottements à l'air. Donc en prenant en compte à la fois les frottements solides et les frottements visqueux, on est capable de représenter ici sur un test tout simple où on va prendre notre balancier, on va le mettre en précontrainte et ensuite on va le relâcher et on va pouvoir ici regarder la perte d'amplitude cycle après cycle et ainsi en déduire le facteur de qualité. On peut faire ça dans le position plat, pendu, on aurait des courbes bien sûr qui sont différentes. Et donc anticiper et surtout les problématiques qu'on pourra avoir et surtout qualifier la qualité de notre système. Sur la question que j'ai eue, j'ai une question sur ce que j'ai montré précédemment sur la partie fluage. Donc, je me remets juste sur cette slide là. Donc les outils qu'on utilise, c'est un outil c'est très simple en fait, on va faire un calcul qui est statique pour avoir ici les contraintes. Et ensuite, on a une possibilité, à travers le calcul statique, et donc c'est le même module, d'activer
eh bien, la partie matériaux, la loi matériaux de fluage. Donc on va juste donner un temps de simulation qui est juste beaucoup plus long. Donc quand vous avez la possibilité, par défaut c'est 1 seconde pour ceux qui sont utilisateurs. Et là vous mettez juste le nombre de secondes donc, qui correspond au nombre d'années, au nombre de mois, au nombre de semaines pendant lequel votre système va être précontraint. Et vous allez voir comme ça la diminution de la précontrainte et aussi du coup l'impact sur la déformation. Donc tout ça, ça se fait dans l'environnement statique. Donc voilà pour le balancier. Ensuite, ce qu'on vous permet de faire aussi, ça va être tout ce qui va être calcul, ce qu'on appelle dynamique linéaire. Donc ici, c'est tout ce qui va être calcul vibratoire. Donc j'ai quelques exemples qui sont malheureusement pas basés sur des exemples horlogers, mais je pense qu'on pourrait faire le lien très vite sur des pivots flexibles horlogers. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système qui va travailler à 4 Hz ou 5 Hz. Si c'était un échappement en encre, quand on est sur un pivot flexible horloger, ce sera des fréquences qui sont différentes, mais qui vous seront déterminées par votre cahier des charges. Donc vous voulez avoir un système dont la fréquence propre correspond à cette fréquence-là. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre en place votre système. Ici, moi, il est contraint sur le diamètre extérieur et c'est l'idée que j'ai un arbre qui est lié à ce cylindre ici à l'intérieur. Et donc c'est l'inverse d'un système horloger auquel ça serait justement l'extérieur qui va se mettre à vibrer. Donc ça serait utilisé par exemple dans tout ce qui est satellite pour des mesures en fait. Euh, Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre quels sont les modes propres. Donc ça, ce mode, il n'est pas intéressant pour nous. Nous, on veut un mode en rotation. Donc c'est ce mode en rotation là qu'on veut essayer de comprendre. L'idée dans notre système de mesure ici, dans le satellite, hein, c'est comme on va avoir un axe qui va tourner, d'essayer d'éviter la fréquence naturelle en termes de rotation, parce que cet axe il est lié à un instrument de mesure. Et donc s'il se met à vibrer, à tourner à la fréquence qui correspond à la fréquence propre en rotation ici de ce système, donc celle que je représente là, eh bien je vais avoir une accumulation d'énergie dans mon système. Et au lieu de tourner un petit peu par 1 degré, par exemple, il faut que ce soit très précis parce qu'il y a un instrument de mesure derrière, mais 1 degré gauche, 1 degré droite, etc. Il va prendre beaucoup plus d'amplitude jusqu'à une valeur théoriquement infinie, en vrai amortie par l'amortissement du système et les non-linéarités en jeu. Euh, donc ce que vous pouvez faire avec ces études ici modales et harmoniques, c'est de comprendre quels sont les modes propres associés aux fréquences propres que vous avez identifiées dans l'analyse modale. Maintenant, si vous voulez comprendre comment se déforme dans le temps votre système lorsque vous l'excitez proche de cette fréquence, eh bien vous passez par des études qui vont être transitoires, non linéaires, pour capturer tous les effets non linéaires. Donc, je m'adresse plus à des gens qui ça parle, ces effets de non-linéarité. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est juste de dire que on est capable de prendre en compte les fréquences propres, les amplitudes d'oscillation, et ainsi d'anticiper des problématiques de classification ou des problématiques de résonance. Voilà pour le guidage flexible. J'accélère un petit peu, je suis un petit peu en retard sur le temps. Sur la partie magnétique, j'ai déjà présenté tout ce qui était écrantage et champ rémanent. Ce que je veux aussi dire, c'est que lorsque votre montre est soumise à un champ extérieur, il va y avoir aussi un champ rémanent sur votre système en termes de mouvement sur le spiral. Et l'objectif ici, au niveau du balancier, c'est d'évaluer l'impact du champ rémanent sur le balancier. Donc pour ça, on va mettre en place, on va faire une étude magnétique pour comprendre comment votre système va être chargé. On va essayer de comprendre quel est le champ rémanent une fois que le champ magnétique a été enlevé. Et ensuite, on va traduire ça en termes de force. Donc la charge magnétique va être rajoutée sur un module mécanique. On va comprendre les forces en jeu. Et par analyse modale et harmonique que j'ai présentée précédemment, on va regarder quelle est la nouvelle fréquence de vibration de notre spirale. Et comme ça, on pourra dire, voilà, si je mets ma montre sous tel champ magnétique, eh bien, la fréquence de mon spirale va être impactée de temps. Vous avez ici une valeur que vous pouvez chiffrer. Et ensuite, si c'est acceptable, tant mieux. Si c'est pas acceptable, faire des études de sensibilité euh, de manière à obtenir une conception qui est robuste.
Au-delà de la partie, mécanique, j'aimerais juste préciser qu'il y a aussi toute une série, de calculs qui sont disponibles pour faire, de la simulation sur des montres à quartz, notamment avec le moteur lavé. L'objectif ici, c'est de vous aider à minimiser, la consommation de votre système. On va simuler, le fonctionnement pour ça du système dans le temps, hein, en transitoire, et on va regarder, les différentes intensités qui sont requises pour obtenir, bien la transmission de puissance, désirée. Et enfin, sur les montres connectées, l'objectif ici, c'est de comprendre, un petit peu tout ce qui se passe en termes, de montres connectées. Ça va être les compatibilités. Il faut quand même se rendre compte que maintenant tous les objets sont connectés, l'ordinateur, la souris, sans fil, le casque sans fil, la montre qui vient par-dessus, donc il faut que tout ça soit compatible. On va faire des études, du signal pour savoir comment le signal va être transmis, la qualité du signal. Donc on va faire ces diagrammes de l'œil, ce qu'on appelle. Donc quand cet œil est très ouvert, ça signifie que vous allez avoir un signal qui est robuste. S'il est très fermé, c'est-à-dire que ça va être, assez difficile de capter la qualité du signal. Donc s'il y a d'autres choses qui vont impacter la qualité, très sûrement que le signal va être mal perçu. Hem, Au niveau de la recharge, vous regardez l'efficacité de la borne de recharge. Donc, ici, on a une transmission, hein, qui va se faire, de manière magnétique, et on va vous aider à comprendre, quel est l'impact des différents aspects. Je pense aux aspects géométriques déjà, et ensuite, en termes d'intensité de signal. Et enfin, tout ce qui est problématique de chauffe, donc on a des phénomènes électriques, donc on a forcément, des phénomènes de chauffe, liés à la dissipation, par effet Joule. Et puis l'objectif, c'est de pas se brûler, c'est de pas avoir, avant de se brûler, d'avoir une sensation de chaleur qui va pas être agréable. Puis tout ça, on peut l'anticiper par simulation. Donc si je dois faire un petit peu en résumé de ce que vous permet de faire la simulation, donc le premier aspect, si on doit prendre un petit peu de distance par rapport à ce que j'ai montré, donc j'ai montré des choses qui étaient très concrètes, sur ce qu'on faisait concrètement sur, les, différents, modules, d'une montre, que ce soit habillage ou mouvement. Et puis, maintenant pour prendre la distance, l'objectif c'est de promouvoir, l'innovation, c'est-à-dire que quand on va faire la simulation, on va mieux comprendre les phénomènes physiques, et ainsi en les comprenant mieux, on va pouvoir proposer de nouveaux concepts. Au-delà de ça, on va aussi pouvoir vous permettre d'optimiser l'existant. Donc là, ici, par travers l'innovation, je pensais à des changements de technologie, où on va faire les choses différemment. Mais sinon, si vous avez un système qui est déjà opérationnel, que vous voulez juste l'optimiser, eh bien c'est l'outil aussi idéal, la simulation, pour augmenter la performance de votre système. Vous avez toute une série d'outils de paramétrisation et d'optimisation qui vont vous permettre, eh bien, d'essayer d'obtenir des optimums. Donc, on l'avait vu sur le ressort, vous avez une courbe de couple cible qui vous intéresse, eh bien, vous allez paramétrer votre système et l'optimiser de manière à ce que vous allez avoir exactement, le couple que vous désirez, lors de l'utilisation du ressort. L'autre point, c'est de, réduire le temps de développement du système. Donc, quand actuellement vous faites une conception, vous avez une conception sur papier, vous la fabriquez, vous la testez. Si ça marche pas, il faut la modifier, mais ça veut dire qu'il faut remodifier aussi le test, donc modifier la pièce. Si c'est pas possible à modifier, en refabriquer une nouvelle et repartir vers, une séance de validation. Donc tout ça, c'est, quelque chose qui prend un temps assez long, ce cycle, et l'objectif ici, c'est de faire tous ces tests que vous faites en physique, d'en faire une très grande partie en numérique, parce que ça va très vite. Une fois que le système il est établi, sur l'ordinateur, de faire une variation de géométrie ou de matériaux, par exemple. Changer un matériau, c'est un clic. Dans la vraie vie, changer un matériau, ça veut dire qu'il faut tout refaire. Il faut tout refabriquer, voilà. Donc ici, vous pouvez, avec la simulation, réaliser un très grand nombre de variantes. Et ensuite, vous aurez toujours votre test physique à la fin, hein, mais l'idée, c'est d'en avoir un seul et qu'il fonctionne du premier coup. Donc tout cela, l'objectif, c'est que ça réduise aussi vos coûts de développement, notamment, toute la partie fabrication, c'est un coût en moins. Donc il y aura le coût de la simulation en plus, mais après c'est, voilà, à vous aussi de voir la différence entre les 2, sachant que la simulation vous permet d'aller un petit peu plus loin, enfin plus loin en termes d'innovation, performance et de temps de développement. Enfin, c'est tout ce qui est qualité, donc ce que je mettais en avant, tout le long avec les études de robustesse, vous regardez un petit peu les tolérances géométriques, les variations de propriétés matériaux, et vous en déduisez, si votre système, remplit votre critère 6 sigma, ou non.
Donc, en faisant ça, vous allez réduire le nombre de non-conformités. Vous allez être capable de comprendre quand vous avez un retour sur ce qui s'est passé, parce que vous prenez votre système, vous avez vu qu'en fait, dans le monde qui vous est retourné, ben, il y avait une non-conformance qui n'était pas anticipée. Eh bien, vous mettez en place la non-conformance, par exemple une épaisseur trop faible dans votre système, vous regardez ce qui se passe, et puis comme ça, vous avez compris qu'effectivement, il y a pacification, donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, ou c'est très bien, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre au rebut toutes ces pièces qui étaient trop fines. Finalement, ça fonctionnerait très bien avec ces pièces-là, et vous pouvez sans souci les commercialiser sans les mettre au rebut et commander de nouvelles pièces. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'aller aussi dans la direction de digitaliser votre production et de comprendre ce qui est acceptable et pas acceptable. Ensuite, en termes d'autres gains, c'était les gains qui étaient, on va dire, directs, qui peuvent être transcrits assez facilement d'un point de vue financier. Comme ça, vous pouvez aussi regarder bien les coûts de la simulation et le gain financier, puis vous comparez les deux. Le but, c'est forcément que vous soyez gagnant là-dessus. C'est le cas, c'est pour ça que nous aussi on existe, parce que nos clients ont pu percevoir tous les avantages par rapport aux investissements liés à la simulation. Et ensuite, il y a d'autres gains qui vont être, on va dire, un peu plus secondaires, enfin pas financiers en tout cas, voilà, ça va être le point de vue écologique. Donc pour les industries notamment polluantes, le fait que vous ayez moins de prototypes physiques, mais numériques, ben, ça vous permet de réduire aussi l'empreinte écologique. Donc nous, on fonctionne avec l'électricité, donc c'est l'électricité verte qui est issue des barrages en général ici. Donc voilà, on transforme de l'électricité verte en jumeaux numériques, si je peux faire le lien. Une partie aussi ressources humaines, donc vous permettez aussi à vos collaborateurs d'être développés. C'est très intéressant, je trouve, la simulation. Bon, après, c'est ce qui, moi, ça me plaît beaucoup, mais après, voilà, à vous de voir. Mais vous comprenez un petit peu mieux tous les phénomènes physiques. Et l'objectif ici pour vous, c'est d'avoir une attractivité à l'embauche qui est un peu plus grande et des collaborateurs qui sont plus satisfaits parce qu'ils vont de l'avant à travers leur carrière. D'un point de vue sanitaire, c'est vrai que dans les situations actuelles où euh, avec notamment le Covid, la simulation, c'est quand même pas mal pour faire du télétravail. Accident de travail, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, voilà, c'est compatible en distanciation sociale, ce qui est malheureusement euh, requis de plus en plus ces temps-ci. Et ensuite, en termes d'image, vous avez déjà des vraies images qui peuvent être utilisées pour votre marketing. Et au-delà de l'image en termes de rendu, vous pouvez aussi, mais c'est libre à vous, hein, selon votre stratégie, utiliser le fait que vous faites de la simulation pour que ça soit un marqueur de performance, un marqueur d'innovation, mettre ça en avant, montrer à vos clients que voilà, vous comprenez vraiment tous les phénomènes physiques qui sont en jeu. Ça peut être aussi une volonté marketing de l'entreprise d'utiliser la simulation à ces fins-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout sur la présentation hein, de ce que nous faisons là-dessus. Pour faire le lien, on donne un cours la semaine prochaine sur l'utilisation d'ANSYS Mechanical, des calculs statiques, pour l'horlogerie. Donc, ça va être tout ce qui va être notamment étude de ressort et aussi partie habillage et étude de chassage de glace. Regarder la force requise. Est-ce que le système est étanche ou non. Donc, vous avez ici une descriptif des différents exercices que les participants vont mener. Et l'objectif, c'est qu'ils soient opérationnels, prêts à utiliser N6 lors de leur retour dans l'entreprise. Donc c'est une formation de 2 jours. Et la semaine d'après, on donne une formation à l'ESDINA qui n'est pas vouée uniquement à l'horlogerie. On va avoir plusieurs industries qui participent. Mais c'est très bien aussi pour l'horlogerie. On va voir ici comment fonctionne l'ESDINA, comment changer le type d'éléments, comment réaliser des études quasi statiques. Euh, euh, voilà, donc comment changer les propriétés matériaux, comment obtenir des résultats le plus rapidement possible et avec la qualité que l'on souhaite. Ensuite, j'ai une question sur les propriétés matériaux avant que je passe sur la deuxième session Motion sur laquelle certains d'entre vous sont en train de nous rejoindre. Donc en termes de base de données matériaux, la question c'est a-t-on en tant que client 4FEM accès à votre base de données matériaux? Alors la réponse est oui, on a depuis un peu plus d'un an une base de données matériaux qui s'appelle Granta qui est disponible. Donc il y a déjà une partie de Granta qui est disponible de manière gratuite, vous l'avez quand vous téléchargez ANSYS. Dans les propriétés matériaux, vous allez voir
sous Workbench, vous avez une librairie qui s'appelle Granta. Donc c'est une version réduite de Granta. Et ensuite, on a la base de données Granta qui est, elle est payante. Mais si vous êtes intéressé, juste faites-le nous savoir. On pourra vous présenter ce qu'il y a là-dedans. Et puis l'objectif, c'est d'avoir aussi une base de données. C'est pas juste les données, c'est aussi la base de données qui est très utile pour pouvoir un petit peu gérer les matériaux, comprendre aussi, avoir une carte. Par exemple, vous voulez un matériau qui est soit très rigide, puis il va vous proposer toute une liste de matériaux avec un graphe en fonction du coût, en fonction d'autres d'autres marqueurs de performance qui pourraient être les vôtres, et ça va vous aider aussi dans le choix des matériaux. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc j'ai mis ici aussi les coordonnées de notre direction sur Rossetti, Aniko Rakai qui est notre responsable client, donc vous pouvez contacter pour toute information, pour savoir ce qui est disponible, comment se procurer les licences, quelles sont les conditions pour les licences. Je mets aussi mes coordonnées, vous pouvez nous contacter pour le support aussi si vous êtes utilisateur. J'ai pas mis l'adresse ici, c'est support@4fm.ch. Puis vous avez d'autres questions techniques, voilà, faut pas hésiter à nous appeler, à nous solliciter. C'est une présentation qui était euh, très large, donc on n'a pas pu aller dans le détail. Donc je vous laisse nous recontacter pour ça.